Comme le dit notre cher Jacques Attali dans son livre L'avenir de la vie, il dit 1980. l'euthanasie sera un moyen pour les sociétés futures de réguler l'économie. Donc là, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. J'aimerais également avoir une pensée pour Frédéric Chaumont, qui nous a quittés hier et qui était le présentateur, entre autres, d'Agora TV et de Jasper Madère. J'ai une pensée pour lui et pour ses proches. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui faille s'en aller. Bonsoir Farida, bonsoir Baptiste. Bonsoir, Bonsoir Nicolas, bonsoir Baptiste, comment J'allais dire allez-vous? tout ce qui se trame en coulisses pendant que l'on s'évertue à se canaliser sur des mouchoirs ou sur des gifles en sortie d'avion qui concernent le couple présidentiel. On occulte, je pense, l'essentiel qui est notre mort programmée, et pas seulement la nôtre en tant qu'être humain, mais celle de notre civilisation tout entière. Et nous le verrons tout à l'heure avec ce projet de loi, la notion de délit d'entrave, qui est peut-être le plus incroyable dans tous les sens du terme d'ailleurs de ce projet, c'est-à-dire qu'ils pourront être condamnés en justice s'ils refusent d'accomplir ce geste fatal. Donc, parce que on nous fait croire que justement l'aide à mourir, comme il l'appelle, c'est un acte de charité, alors que c'est tout à fait le contraire. Justement, parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet, parce que les premiers arguments pour nous dire que nous sommes des affreux réactionnaires, quand on s'oppose à l'exécution médicale volontaire ou pas, c'est le problème de la souffrance. Le problème de la souffrance, et on dit, c'est vous l'être inhumain, comment dire, l'infâme qui veut laisser souffrir les infirmes, les malades, alors qu'ils ne demandent qu'à mourir. C'est ça qu'on nous dit, hein. C'est l'argument principal. C'est qu'on veut laisser souffrir les gens sous prétexte qu'on ne veut pas les soulager de leur corps. Parce que, en fait, il faut bien comprendre que bien que la société se présente comme a-religieuse ou même anti-religieuse, pour les religions, on va dire traditionnelles, elle est d'autant plus religieuse elle se prétend démocratique. Parce que la démocratie, quand les gouvernants parlent de démocratie, ils parlent d'un système de valeurs et non pas d'un calcul individuel de la volonté populaire. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Et en fait, nous sommes avec des gens qui prétendent que la dignité se résume à exécuter quelqu'un qui souffre, plutôt que de le soulager avec tout le temps et la chaleur humaine qu'on devrait avoir envers cet être qui souffre. Voilà. Pour commencer. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte,
Il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je vous apprends pas quelque chose probablement à la plupart d'entre vous. Dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas... Donc il faudra introduire cette égalité. Mais je pense que ça va être un combat qui sera important et que nous devrons continuer aussi au moment de l'application de la loi. Parce que comme pour l'IVG, vous allez voir qu'il y a des endroits qui vont dire ici, circuler, il est interdit de faire des euthanasies ou des suicides assistés. Dans tout l'établissement ici. Pourquoi ils diront ça? Parce qu'ils disent on a la clause de conscience. Il y a des cliniques qui disent nous avons la clause de conscience, on ne fait pas d'IVG ici. Et demain, il y aura des services de soins palliatifs qui disent ici, on ne le fait pas. Est-ce que vous croyez que des murs ont une conscience et qu'ils puissent invoquer la clause de conscience? C'est interdit et il faudra le faire respecter. Si un médecin entre dans ces murs et qu'il veut faire, pour une personne qui est dans les conditions définies par la loi, susceptible d'avoir une acte, personne ne doit l'empêcher. Vous savez que pour l'IVG, il a fallu que nous votions une loi qui est la loi sur l'entrave à l'accès à l'IVG. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient l'empêcher. Eh bien là, il y aura des gens qui voudront empêcher, parce que ces gens dont vous avez parlé, qui sont des opposants, soutenus par la presse Bolloré, soutenus par tous ces courants-là, soutenus par les millions de dollars américains. Voilà. Bon, la vidéo a eu du mal à passer. Forcément, le sujet de ce soir va pas plaire à YouTube. Donc voilà, cette vidéo, c'est un petit peu la mise en place. Et Jean-Louis Touraine, encore une fois, Grand Orient de France. Et je salue Baptiste de Tribunal Populaire parce que c'est grâce à lui que j'ai vu cette vidéo. Et juste en dessous, il avait partagé une vidéo de Macron qui était à la Grande Loge de France le lundi 5 mai dernier. Et ce jour-là, donc, il dit que c'est très bien que les francs-maçons s'occupent d'écrire, de travailler sur le projet de loi concernant l'euthanasie. Donc on voit tout de suite, et c'est pour ça que j'ai sorti les livres de Serge Abad-Gaillardeau, on voit très bien qui travaille quoi. Et bien sûr, c'est sûrement transmis à la Fraternelle Parlementaire, qui est une loge maçonnique au sein de l'Assemblée nationale, avec aussi une dimension spirituelle très symbolique, j'allais dire derrière, mais inversée en quelque sorte. Et nous y reviendrons. Nous sommes conduits tous ensemble à devoir débattre longuement sur la question faut-il tuer un malade ou pas? C'est une discussion qui normalement ne devrait même pas être conçue par aucun d'entre nous pour la bonne raison claire et nette que quelle que soit notre religion, ceci est interdit par Dieu. Et nous sommes dans une situation où nous allons discuter sur la question de savoir est-ce que le ciel est bleu ou pas. Et systémique, c'est-à-dire, comme le dit notre cher Jacques Attali dans son livre L'avenir de la vie, il dit l'euthanasie sera un moyen pour les sociétés futures de réguler l'économie. Donc là, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que l'euthanasie, c'est un principe de dépopulation qui participe à ce qu'on appelle le malthusianisme, c'est-à-dire la régulation démographique de la population mondiale, qui rend tout à fait en adéquation avec le contrôle total d'une société à la Huxley. Donc, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En vérité, ce qu'on nous présente comme des poncifs humanisto-maçonniques, c'est juste une tradition pagano monocratique
Moloch, on est dans Moloch, c'est-à-dire que justement, comme l'homme est sa propre mesure, eh ben c'est l'homme qui décidera non pas de la vie, mais de la mort, puisque on ne peut pas décider de la vie. On peut juste avoir le pouvoir de destruction. Et comme ils n'y arriveront jamais à un véritable pouvoir de création au sens métaphysique et cosmique du terme, les partisans de Thanatos, c'est-à-dire de la mort, préfèrent nous envoyer dans l'abîme avec cette culpabilisation en plus du terme mourir dans la dignité. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à vivre avec votre souffrance en étant diminué, parce que moi je suis chrétien et dans le principe originel du christianisme, on sait que la souffrance galvanise l'âme et comment dire, donc pour qu'il soit réduit, il faut justement, on peut pas le faire tout de suite, vous voyez. Donc c'est pour ça que en fait tout ce projet-là, il n'est pas spontané. Ça fait des années qu'on le travaille par les séries, par les romans, par les films, où on présente toujours la fille tout à fait jolie, mais qui a la vie gâchée par une maladie incurable, forcément, hein. Et quand c'est incurable, eh ben, il n'y a rien à faire. Donc, s'il n'y a rien à faire, eh ben, autant économiser du temps et de la souffrance. Mais ça, c'est le contraire d'une société qui prétend, comment dire, se soucier du plus faible, alors que on nous rabâche en permanence que l'avantage démocratique, c'est justement de dire que la démocratie s'intéresse aux plus faibles, alors qu'on sait très bien que c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, comment dire, pour donner quelques clés, comment pour voir que cette question de la dépopulation n'est pas une question idéologique, ni de camp partisan. Parce que, en gros, du gauchisme le plus crasse au droitardé le plus crasse, ils sont tous d'accord. Parce que, en fait, dans la résistance, il n'y a pas d'anti-mondialistes. Il n'y a que des altermondialistes. En gros, on veut soit un macronisme sans les Arabes, ça c'est les droitardés likouniques qui sont tout à fait pour, par exemple, les vaccins, l'avortement, parce qu'en gros, ils veulent jouir comme des 68ards, mais ils veulent pas de bougnoules chez eux, ou alors, on veut des bougnoules. Ça, c'est Émeric Caron qui fait des gorges chaudes pour les Palestiniens. Mais c'est pas bien de tuer les enfants de Palestine, mais tuer nos propres enfants avec un coup de machine d'azote et tout, ça, c'est bien. Tu vois, et pour montrer comment dire, le paradoxe satanique de ces gens-là, c'est que Émeric Caron, il est contre l'euthanasie des chiens, mais il est pour l'euthanasie des enfants. Du coup, et là, vous voyez, là, on est comment? Au stade suprême de la molocratie marchande. Voilà. Excellent résumé, Baptiste. Écoute, j'ai rien à ajouter sur ce que tu viens de dire. Je rajouterai simplement, parce que de tous les arguments que j'ai entendus du système, je crois qu'il y en a un aussi, on parlera du délit d'entrave tout à l'heure, on refera un petit point, et si on n'est pas assez précis, le public nous aidera.
c'est l'économie. Alors ça, on savait que le système pouvait être abject, mais en gros, l'euthanasie, ça peut permettre d'économiser 1,4 milliard d'euros par an. Et je rappelle que c'est exactement ce qu'a coûté le nettoyage de la Seine pendant les Jeux Olympiques. Alors je sais pas s'il y a des symboliques de chiffres ou quoi que ce soit, mais en gros c'est suicidez-vous, ça va faire des économies à tout le monde. Alors que les 3300 milliards, on est d'accord que c'est pas de notre faute, qu'on a eu quand même, comme dirait le camarade Rémi, Nono la déchirure, alias Bruno Le Maire, qui en 7 ans de présence à Bercy nous a permis de faire 1000 euros, si ça avait été que 1000 euros, 1000 milliards de 1000 sabords, comme aurait dit le capitaine Haddock, mais 1000 milliards de dettes. Et donc, ces gens-là nous disent, bah voilà, faut faire des économies, faut se serrer la ceinture. Dixit dans leur taille XXXL de ministre ou de président du Sénat, pendant que nous, bah voilà, on va se gaver. Et puis, bah, s'il y en a qui veulent mourir, bon, on va les aider, on va être gentils, quoi. Et puis voilà, ça va être plus paisible pour eux. Et puis c'est le respect de leur corps aussi, hein. C'est le droit de chacun. C'est comment dire, c'est le droit de chacun à disposer de son propre corps. Ça, c'est l'argument utilisé. Mais encore une fois, ça va même plus loin que cela, parce que tu parlais de Jean-Louis Touraine à demi-mot tout à l'heure, sauf que à l'époque, on parlait pas des mineurs. Aujourd'hui, même les mineurs sont concernés. Et Farida, tu parlais des enfants tout à l'heure. Moi, j'en parle à mes proches en ce moment de cette loi d'euthanasie. Je leur dis, imaginez, quand il y a 20 ans, j'étais victime de harcèlement à l'école, j'avais des envies suicidaires. Si cette loi avait existé à l'époque, j'aurais pu, sans l'accord de mes parents, admettons qu'à l'époque, une association comme l'aide au droit à mourir dans la dignité, qui est une association maçonnique, serait venue intervenir dans les écoles, comme c'est le cas pour les associations qui prônent l'éducation à la sexualité, et qui aurait dit, bah écoutez, si vous avez un problème, si vous êtes dépressif, si vous sentez que vous n'êtes pas en phase avec le monde dans lequel vous vivez, bah on peut vous aider tranquillement à mourir. Et si vos parents vous en empêchent, ils auront 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et puis si le soignant il refuse de vous injecter le poison, eh bien il risque aussi 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et donc vous pourrez partir comme ça tranquille. Voilà, c'est ça en fait qu'on est en train de faire dans cette société. Et certains diraient, bah oui, mais à 13 ans, peut-être qu'il y aura un déclic. Voilà, Baptiste. Ben, c'est exactement ce que dit notre chère Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que Ah ben voilà, elle dit à 17 ans, j'ai préparé ça. nous sommes tout à fait conscients de ce qu'il de ce qu'il faut pour avoir le droit de mourir. Mais elle dit elle dit comme notre cher maçon du début là, elle dit faut pas le dire tout de suite, il faut mettre des amendements après la loi. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, parce que même l'étymologie de palliatif, j'ai découvert ça là, cet après-midi. L'étymologie de palliatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire palus, ça veut dire dissimuler sous un manteau. Alors, à la base, c'était dissimuler la douleur par les analgésiques et tout. Ça, on n'a rien contre. Mais là, c'est dissimuler la mort. C'est-à-dire que, déjà, comment dire? Parce qu'en fait, en Occident, on tue pas des enfants du jour au lendemain comme ça. Surtout en faisant passer ça pour un droit. Ça a dû prendre du temps et ça a pris différentes étapes. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire que, par exemple, aujourd'hui, en Occident, on ne veille plus les morts, par exemple. Parce que la mort, elle est à la fois escamotée, mais surtout glorifiée, jamais dans ce qu'elle est. C'est-à-dire un accomplissement pour l'au-delà. En fait, un sas pour l'au-delà. Elle est vue comme juste un moment définitif où le film s'arrête. Mais ça dans une société, ça provoque de la dépression. Et c'est par cet athéisme-là qu'on met les gens dans des dépressions profondes
et qui se disent que, comment dire, et ça commence avec un courant littéraire qui a été initié par Émile Cioran, hein, encore un de la communauté qu'on connaît bien, comme dirait l'autre, hein, qui faisait l'éloge du suicide. Donc voilà, et toute société qui fait l'éloge du suicide est une société qu'on veut tuer, parce que c'est pas quelque chose de naturel de dire que on peut dire à des enfants ou à des adolescents de suicider parce que ils ont un coup de blues, alors que en Belgique c'est le cas depuis un moment. En fait, le fait qu'une loi passe change la mentalité des gens. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, comment dire, il va y avoir un tabou levé. Comme par exemple l'avortement. La perception des gens avant que la loi passe sur l'avortement et après n'est pas du tout la même, forcément. Et cette loi rentrera très vite dans les mœurs, pardon. Parce que, justement, comme tu le disais très bien, Farida, nous sommes à un tel degré d'individualisme. Et si la mort, en gros, il n'y a plus rien après la mort, forcément que c'est préférable à une vie de souffrance. Forcément, tu vois. Donc, en fait, on est dans un enclos à la fois spirituel et psychologique qui nous mène justement à la dégringolade civilisationnelle. Et dès que cette loi sera passée, il y aura des répercussions, non pas que sur le fait de l'hôpital et de justement cette aide à mourir. Ça fera augmenter les meurtres de manière massive au quotidien et la sauvagerie dans les assassinats au quotidien. Là, on aura des Dexter de partout et des psychopathes, ils seront développés de partout. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas un sujet médical, parce qu'un médecin n'est pas là pour tuer, mais c'est un sujet dictatorial mondialiste. Voilà. Alors, et je vais te laisser la parole, Farida, juste pour rebondir. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en filigrane, tu nous fais comprendre que ça part toujours dans une bonne intention quand c'est évoqué par comment dire, les députés, le gouvernement, etc. Et que finalement, que ce soit comme la constitutionnalisation de l'IVG, comme pour la propagande LGBT, etc., c'est toujours les notions de tolérance, d'humanisme, les grandes valeurs de la République. Alors ça, c'est un truc qu'on entend H24, voilà. Et cette loi, en plus, nous sommes en 2025, nous avons eu 5 ans de tyrannie covidiste, et même on remonte un peu plus loin. Si on commence avec l'arrivée de Macron au pouvoir, pour ne s'arrêter qu'à Macron, les gilets jaunes, mouvement social qui a été tué dans l'œuf par des infiltrations, etc., l'incendie de Notre-Dame, c'est-à-dire la destruction d'une forme de spiritualité et même de religion de manière internationale, avec également le Covid où toutes les pires saloperies ont eu lieu durant cette période, avec notamment l'installation des antennes 5G, la tyrannie des ondes, le harcèlement électromagnétique puissance 1000, avec également le Rivotril, tout en mettant l'euthanasie en débat en parallèle. Donc ça, l'abjection aussi, c'est-à-dire qu'on tue des gens de manière arbitraire, soi-disant parce qu'il y a un virus qui va tuer tout le monde. On incite les gens à se détester les uns les autres, à ne plus se toucher, avec une dépression internationale, avec des gens qui se sont quand même suicidés, qui ont fermé leurs entreprises, qui ont perdu leur famille, etc. Donc avec des états désastreux et traumatiques qui vont rester pendant très longtemps chez certains, sans compter les enfants, qui sont la nouvelle génération. Avec tout cela, eh bien, des conflits géopolitiques où on envoie au casse-pipe les hommes, les femmes, les enfants, faire des guerres qui ne sont pas les leurs et pour des intérêts qui ne sont sûrement pas les nôtres, mais celles des puissants. Et comme le gouvernement commence à comprendre, le système commence à comprendre qu'il y a un éveil massif, notamment via les réseaux sociaux
qui n'est pas la voie hiérarchique, comme disait Attali, de l'information, puisqu'avant il y avait la télévision et c'était l'hypnose générale, puisqu'on n'avait rien d'autre que la télé. Maintenant, on a les réseaux sociaux et on a des canaux multiples d'information et de réinformation, certes, mais des moyens de s'informer tout à fait autrement et nouveaux. Et donc, ils essayent de censurer ce qu'ils peuvent censurer, sinon ça les échappe. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, ils disent que c'est la faute des Russes, de l'extrême droite, des fascistes, etc. Et à partir de là, comme leur but reste la dépopulation, puisque ça fait plus de 50 ans qu'ils en parlent, eh bien justement, l'euthanasie, c'est le moyen, comme le Covid à un moment donné, eh bien d'assassiner légalement les gens, sauf que là, ce ne sera plus de l'exceptionnel dans d'atroces souffrances où certains finalement, eh bien, étaient totalement désemparés et ne voulaient plus vivre. C'est que là, on va s'attaquer y compris aux mineurs qui ne sont pas en fin de vie, mais qui ont des états psychiatriques ou psychologiques assez importants et qui, au lieu d'être suivis par des médecins, j'ai vu le cas par exemple d'un témoignage sur l'anorexie, un monsieur qui s'appelle Nicolas aussi, qui a la trentaine et qui est anorexique et qui réfléchit au suicide assisté. Déjà, suicide assisté, c'est un oxymore quand même. Le suicide, c'est pas un truc assisté théoriquement. Et de ce fait, eh bien, est-ce qu'il va se suicider de manière assistée parce qu'il est anorexique alors qu'il peut être suivi par des médecins, par des proches? Et là, on voit que tout est totalement inversé. Et c'est là qu'il faut dire stop. Parce que si on laisse passer ça, il y aura plus du tout de limite. Et là, c'est la fin actée de notre société. Voilà. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans une espèce de relation de dialectique perverse entre le fait que la loi ne peut se proposer, ou ils ne peuvent proposer la loi, que parce que nous l'avons déjà acceptée. Oui, parce qu'en fait, il y avait déjà la banalisation avant depuis des années et ils se sont dit, bon, face à la banalisation, on va faire une loi comme ça, la banalisation sera légitime. J'ai l'impression, si tu veux, que chaque loi qui passe de la part de ces gens est à chaque fois un test qui conduit à un autre test qui s'exprime par une loi encore plus mortifère que la précédente. C'est-à-dire que Baptiste a raison quand il dit que cette loi va finir par être acceptée comme un événement normal de la vie sociétale, mais en même temps, je dis qu'elle ne peut passer que si les gens sont déjà d'accord. C'est-à-dire que il est impossible, il est vrai que le poisson pourrit par la tête, mais il est vrai aussi que s'il y avait une impossibilité de proposer de faire passer ce genre de choses, eh bien, elle ne pourrait pas se présenter dans les assemblées législatives, par exemple. Nous, on dit en islam une chose, on dit que Dieu ne change la situation d'un peuple que si ce peuple change ce qu'il attend lui-même. Je veux dire que nous avons ici l'émanation de quelque chose que nous acceptons forcément. Nous avons affaire, et en écoutant Baptiste et toi, Nicolas, je me disais finalement, dans ce règne de la quantité qui conduit à la réduction, parce que les choses sont tellement quantitatives sur le plan mental, mais sur le plan physique également, que beaucoup de gens pensent tout à fait normalement que nous sommes beaucoup trop nombreux sur la Terre. Alors évidemment, ils ne se mettent pas dans le grand nombre. Ils pensent bien que eux font partie de ceux qui devraient rester. C'est les autres. Il y a des prolos qui pensent ça. Il y a des prolos qui pensent pour ça. C'est-à-dire que moi, je connais plein de gens, malheureusement, qui sont capables de me dire, bah oui, c'est vrai, on est vraiment trop nombreux, il faut faire quelque chose. Bah, le quelque chose en question, monsieur, dame, c'est l'euthanasie notamment. C'est l'avortement jusqu'à 9 mois. C'est un certain nombre de opérations médicales qui conduisent à ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Donc, il y a quand même une banalisation de la mort avant la légalisation de la mort, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette loi qui vient légaliser l'euthanasie ne peut passer que parce qu'il y a déjà dans la société dans laquelle nous nous trouvons, qui est totalement dégénérée, athée, qui n'a plus aucun principe divin auquel se rattacher. Parce que comme je le disais au début de l'émission, c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de faire des démonstrations et avoir des arguments pour dire tu ne tueras point. Tout simplement. Tout simplement, tu ne tueras point, en particulier la vie innocente, j'imagine, hein, que c'est comme cela qu'on l'entendait. Et on est aujourd'hui quand même dans une mentalité du quantitatif qui fait que le qualitatif n'a plus sa place. Qu'est-ce que c'est que le qualitatif? La qualité, c'est le sacré.
Le quantitatif, c'est ce que disait tout à l'heure Baptiste, c'est la meute, c'est le bétail. Et nous n'avons pas, dans la mentalité quantitative dans laquelle nous baignons, de miséricorde à l'égard d'autrui, parce que nous avons perdu toute notion qualitative. Nous avons perdu toute notion du fait que la vie est sacrée. Le qualitatif, c'est le caractère sacré de l'existence, de la vie qui nous a été donnée et que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes, que nous n'avons pas créé nous-mêmes. Comme le disait tout à l'heure tout à fait justement Baptiste, on peut produire la mort, mais on ne peut pas créer la vie nous-mêmes. Si cette vie, nous ne l'avons pas créée, par conséquent, il n'est pas envisageable de manière, je dirais, logique, que ceux qui n'ont pas créé une chose puissent la détruire. Normalement, ce n'est pas compatible. Et en vérité, nous sommes des destructeurs parce que nous permettons que de telles lois puissent passer. Et là, effectivement, ils peuvent parler de consentement. Parce que le consentement, c'est notre mutisme, c'est le déclin de notre courage, c'est notre lâcheté, c'est le fait que nous avons accepté tant de lois qui étaient des lois assassines et à l'égard desquelles aujourd'hui, soi-disant, nous nous sommes habitués, mais qui ont produit chez nous, dans notre fort intérieur, une grande dépression qui multiplie encore le phénomène, qui développe le phénomène de démission. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des génocides. Il y en a un dont on parle beaucoup, c'est celui des enfants du peuple palestinien dans son ensemble. Eh bien, ce génocide, il prend aussi une forme d'existence en France sous différentes facettes et en particulier sous le règne général de l'avortement jusqu'à 9 mois quasiment qui devient praticable sur des quantités énormes. C'est-à-dire que tu disais 220 000, mais on en est à 300 000 en fait d'avortements par an. C'est même pas conçu, si tu veux, comme un moyen de contraception, comme certains peuvent le penser. C'est qu'on considère que tuer est normal parce qu'il y a trop de monde. Parce que les gens considèrent. C'est ce que je disais, Farida. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a un agenda et que c'est pas à tomber du hasard comme ça, qu'il y ait des pandémies, que Claire Sévrac, déjà, il y a 10-15 ans, dénonçait le H1N1, qui était une pandémie, qu'elle dénonçait Bill Gates, qui parlait des vaccins, qui étaient capables de comment dire, dépeupler 10 à 15% de la population, et qu'à l'époque où il disait ça, les gens riaient. C'est-à-dire que le problème, c'est que on a toujours 40 ans de retard. Sauf que quand c'est notre propre famille qui est touchée, là, on voudrait que tout le monde nous aide. Mais à un moment donné, faut aussi reprendre, j'allais dire, possession de sa connaissance et de sa culture. Faut arrêter de basculer dans l'idiocratie permanente, parce que je suis désolé, c'est pas parce qu'on va parler de Macron matin, midi et soir qu'on va le faire sauter, le système. Entendons-nous bien, que Macron soit fait gifler par sa femme, on n'en a rien à foutre, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que pendant qu'on c'est une mise en scène. Mais voilà, mais pendant qu'on parle de ça, la diversion, c'est la meilleure arme du système. Pendant qu'on fait diversion avec ça, ça dure 3 jours, et on parle pas des vrais sujets, et à 4 heures du matin, ils votent à même pas 50 députés, des amendements qui sont quand même ultra importants, et c'est exactement ce qui s'est passé durant le pass sanitaire et le pass vaccinal. Le pass vaccinal, c'est vers 4-5 heures du matin que les députés l'ont voté. Par contre, on apprend que les députés, les sénateurs, il y a de la bonne qui circule à l'Assemblée, il y en a même qui sont devenus alcooliques et toxicos, tellement ça circule, et on prétend lutter contre le narcotrafic, alors que il suffit d'aller à la source, finalement. C'est pas aussi compliqué que ça. Mais là, par contre, quand il s'agit de l'euthanasie, on parle du respect de la dignité de la personne humaine, alors qu'on sait très bien que c'est une poignée d'individus dans des loges maçonniques qui sont tous cooptés et qui sont tous de gauche, de droite, du centre. Là, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Et ils sont tous main dans la main, comme ça, frères et sœurs, et à se dire, bon, comment on va faire pour continuer un petit peu l'agenda, alors que, par principe, il n'y a pas de spiritualité et il n'y a pas de religion. Et d'ailleurs, Serge Abad-Gaillardeau le dit, hein, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges. Dans une émission qu'on a faite le 30 décembre 2023, il me disait, j'ai quitté la franc-maçonnerie quand j'ai rencontré Dieu. Tout est dit dans cette phrase. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'euthanasie dans les hôpitaux va sortir des hôpitaux. C'est ça quand je dis que ça va
banaliser le meurtre, mais de manière quotidienne. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, tu pourras même avoir des gens qui se suicident volontairement pour le plaisir d'autres, tant que leurs familles sont à l'abri, par exemple. Tu vois, comme aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, tu as le droit de vendre tes organes, de vendre tes organes. En France, on te les vole, mais t'as pas le droit de les vendre. Tu vois. Donc, aux États-Unis, c'est quelque part plus honnête. Mais ça sera pareil. Ça sera pareil pour la mort, en fait, si tu veux. Parce que la mort, ça sera devenu un adjuvant comme un autre. C'est-à-dire, on parlait de la drogue à l'Assemblée. On parlait de la drogue à l'Assemblée. Faut savoir que rien n'existe, pour moi, en dehors de l'appareil d'État, dans les phénomènes systémiques. C'est-à-dire que pour moi, un dealer, c'est un fonctionnaire qui s'ignore. Mais le plus grand des dealers, c'est pas le bougnoul de quartier, c'est ton pharmacien. Le premier dealer, c'est ton pharmacien, parce que même Pablo Escobar, il n'avait pas le droit, il n'avait pas le pouvoir de faire avaler sa coke de force, tu vois, alors que l'appareil d'État, il a le pouvoir de te faire signer une auto-attestation et de t'interdire de bosser si tu prends pas ton shoot, tu vois. Donc, en fait, pourquoi je suis assez, remonté contre, on va dire, ce qu'on appelle la dissidence ou la révolte contre le nouvel ordre mondial. C'est parce que, en gros, tous les vrais sujets structurants et ceux qui nous donnent la boussole pour aller justement vers une vision surnaturelle des choses sont totalement, enfermés dans une perspective humanisto-maçonnique, quoi qu'on en pense, tu vois. Et je voudrais interpeller en direct là Rémi de Juste Milieu, qui a une très bonne démarche sur le fait de dire, de se scandaliser de l'euthanasie sans limite. Mais le problème, mon Rémi, c'est pas l'euthanasie sans limite, c'est l'euthanasie tout court. Parce que, en fait, pour qu'il y ait l'euthanasie sans limite, il faut accepter l'euthanasie d'abord. Et pour accepter l'euthanasie, il a fallu accepter l'IVG. Et pour accepter l'IVG, il a fallu accepter, de décapiter le roi. Bon, là, je vais un peu vite. Je saute des étapes. Mais non, mais t'as raison de le rappeler, parce que chaque étape mortifère, en quelque sorte, ça part toujours d'un bon sentiment, je le rappelle, hein. C'est-à-dire que c'est toujours au nom des principes ou des valeurs de la République, c'est souvent ça qui est mis en avant, ou alors du respect de la dignité de la personne humaine, ou du droit de chacun à disposer de son corps, etc., jusqu'à avoir des députés quand même qui vont jusqu'en Pologne pour distribuer des pilules absorptives, alors qu'elle ferait mieux de s'occuper de leur propre pays, à moins qu'elle démissionne et qu'elle quitte la France, qui fera peut-être du bien à tout le monde aussi par la même occasion. Mais voilà, le problème, c'est que certains se targuent d'être des humanistes et des tolérants, alors qu'ils prônent quand même quelque chose qui devrait être de l'ordre de l'exception. Vas-y, je t'en prie. Non, mais attends, je peux juste, tu vois, par exemple, la référence que tu as fait avec les deux gauchistes, je crois que c'est Manon Aubry et Mathilde Panot en Pologne, là, qui sont partis distribuer des pilules abortives. Donc, tuer des fœtus dans le ventre de leur mère, c'est ça, en fait, le truc. Et ça se présente comme protectrice et et humaniste et se scandalisant du massacre des Palestiniens. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, métaphysiquement, le grand remplacement a commencé en Palestine pour après se déporter en Europe. Tu vois? Et pour
on peut pas défendre vraiment les Palestiniens si on accepte de tuer les enfants ici. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, j'appelle tous les gens de bonne volonté qui sont scandalisés par les génocides, les génocides, je sais, on n'a même pas le droit d'appeler un génocide, tu vois, parce que on sait, le seul génocide qu'on a le droit d'avoir, on sait lequel c'est. Mais celui qu'on voit, on n'a pas le droit de le dire. Bref, bon, donc en fait, vous voyez, un type comme Conversano qui a empoisonné la population qui prétend défendre. C'est-à-dire, le mec, il parle toute la journée de pureté de la race, tu vois, mais il se fait injecter avec ça un ARN messager qui va changer à vie et à ceux de ses descendants le code génétique, tu vois. Donc ça, c'est la contradiction fondamentale. Le en même temps, quoi. Le en même temps macroniste et comment dire, l'altermondialisme permanent. En fait, nous avons affaire à des altermondialistes. Ils veulent un autre mondialisme plus adapté à leur lubie idéologique. C'est ça, en fait. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que les gens, en gros, ils ne croient pas que leur âme existe. Ils ne croient pas à l'âme. Ils sont matérialistes. Après eux, peu ou prou, ils pensent que le film est terminé. Donc, après moi, le déluge. Et peu importe ce que mes enfants deviendront, puisque, en gros, le but, c'est de jouir de la vie. Donc, en jouissant de la vie, eh ben, on accepte la mort. C'est tout. Ce passage, on va l'écouter. C'est Sandrine Rousseau qui parle, je sais. C'est pas facile, mais on va écouter. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis absolument pour, sur le fond, qu'on ouvre au-delà avant 18 ans. Parce que je pense qu'en effet, à 17 ans et demi, on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait, la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et et du coup déclencher une demande pour activer la fin de vie. Donc là-dessus, j'ai pas de doute. Après, je pense que c'est une ligne rouge absolue, mais absolue dans le débat politique. Et donc, raison pour laquelle je ne voterai pas je ne voterai pas cet amendement, surtout que dans tous les pays qui ont mis en place l'aide à mourir, aucun ne l'a mis d'entrée pour les mineurs. C'est-à-dire que tous ont fait évoluer leurs droits pour que ensuite les mineurs y aient accès. Donc, je propose que l'on suive l'exemple international et qu'on fasse exactement le même processus. Et je ne doute pas qu'on arrivera à ouvrir cette aide aux personnes mineures. C'est pas beau. C'est pas beau la République. Ah ben oui. Par conséquent, la mort elle-même qui vient, à laquelle nous n'échapperons pas, est un événement qui ne peut pas être rejeté dans les oubliettes de la vie ici-bas, pour ensuite se retrouver confronté à elle dans les pires conditions, dans une société d'assassins de surcroît. Pour répondre à ta question fondamentale sur la souffrance physique, c'est un faux débat. Parce que même si nous n'avons pas la grille de lecture que je partage de Faridas spirituellement, on a les moyens aujourd'hui de faire que les gens ne souffrent pas, que ce soit physiquement ou émotionnellement et même psychologiquement. Et moi j'ai écouté beaucoup de témoignages d'infirmières qui étaient des infirmières totalement dévouées à la fin de la vie. Et elles expliquaient que premièrement, les gens, quand ils souffraient, ils demandaient à mourir, mais dès qu'ils arrêtaient de souffrir, ils ne voulaient plus du tout mourir. Donc ça, c'est une très grande question et un truc à poser, parce que il faut bien comprendre que les soins palliatifs coûtent excessivement cher
Et quand ça coûte cher, on sait qui ça dérange. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, tout ça, c'est très, très fallacieux comme débat parce que, par exemple, il y avait un commentaire qui me disait, qui disait dans le chat, que pensez-vous de l'acharnement thérapeutique? Mais mon camarade, nous ne sommes pas dans une période où justement les hôpitaux sont dans un paradigme de s'acharner thérapeutiquement. Je vous rappelle que la plupart des gens maintenant qui ont des pathologies lourdes restent dans le couloir de l'hôpital quand il n'y a pas de lit. Hein? Et on est dans une maltraitance de plus en plus grande dans le fonctionnement du soin, justement, mais il faut bien comprendre le temps historique auquel on a affaire. Hein? C'est comme parler d'islamisation de la France. C'est un truc de fou. Parce que moi, je croirais en l'islamisation de la France quand les Français picoleront moins. Et ça, c'est pas près d'arriver. Tu vois, quand la vinasse sera moins vendue en France, là, on pourra peut-être parler éventuellement d'une islamisation. Donc, pour l'acharnement thérapeutique, c'est pareil, c'est un faux débat. C'est un faux débat organisé par la loge. Il n'y a jamais eu d'acharnement thérapeutique. Parce que même avant la loi, il y avait des moyens de sédation pour justement accompagner, si vous voulez, mais sans justement l'acte volontaire de tuer quelqu'un, l'accompagner jusqu'à la fin sans qu'il souffre, avec des analgésiques, avec des soins, avec tout ce que vous voulez. Et ce mythe de l'acharnement thérapeutique, c'est comme le mythe de l'islamisation de la France. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Mais il y a plein de choses qui n'existent pas. Enfin, qu'on croit que c'est... Alors, sur l'islamisation de la France, c'est un autre débat et on sera pas forcément d'accord d'ailleurs, Baptiste. Mais en tout cas, sur le côté thérapeutique, c'est vrai que c'est une question aussi qui est déjà acharnement thérapeutique. Encore une fois, la sémantique, elle est à revoir. C'est comme suicide assisté. Voilà. En fait, on n'a que des oxymores, c'est-à-dire le clair-obscur. Voilà, suicide assisté. Donc en fait, on t'aide à sauter du pont. Et puis on dit bye bye, voilà, et puis on prépare ensuite les pompes funèbres. Et là, acharnement thérapeutique. Donc on va torturer le patient et pas la victime, comme a fait la ministre de la Santé en tant que lapsus. Mais on va dire voilà, c'est du curatif, on l'aide. On va la torturer, mais c'est pour l'aider à mourir. Alors, si vous me permettez, tous les deux, c'est l'introduction de l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Voilà. Voilà, non mais c'est bon, c'est intéressant la sémantique encore une fois. Et oui, tu veux rebondir? Non, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme le génocide bienveillant, tu vois? Oui, c'est ça. Toujours de la sédation en termes très édulcorés. Il faut bien savoir que la sédation, cela signifie qu'on vous met dans un état qui vous permet de mourir de faim et de soif, puisque on ne vous hydrate plus et on ne vous alimente plus. La sédation a pour objectif la mort par la faim et la soif. Si c'est pas la barbarie. Bien sûr. Alors, parce que si cette loi elle passe en l'état, voilà ce qui risque de se passer. Déjà, le délit d'entrave, c'est peut-être le plus grave. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un parent, frère, sœur, enfant, mère, père, etc., qui, admettons à la soixantaine, qui qui est climato-anxieux, parce que on a des cas comme ça aussi, hein, ou des gens qui sont ultra dépressifs et qui sont psychiatriquement dans des situations difficiles, par exemple, et qui demandent à se supprimer. On essaie de leur faire entendre raison, de dire attends, la vie elle est belle, etc., de les convaincre. Donc du coup, il y a délit d'entrave aux yeux de la loi.
ce délit d'entrave qui ne concerne pas seulement les soignants, mais aussi les proches. Ce délit d'entrave est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. D'accord? Au nom du respect de la libre disposition de soi qui conditionne l'existence de toutes les autres libertés. Voilà, c'est ça qui est acté. Ensuite, le délai pour confirmer sa demande de mort, c'est 48 heures. Pas très long, 48 heures. Hein. Ensuite, on a la mort provoquée, donc, ce principe qui sera considéré comme un soin intégré dans le code de la santé publique. Donc, c'est-à-dire que l'euthanasie va être considérée comme un soin de santé publique. Ni plus ni moins. Aucune clause de conscience. Alors, si on s'interroge sur est-ce qu'il y aura un écrit, un témoin, un truc collégial, vous savez, le truc, voilà, à une réunion d'experts qui se prononcent, etc. Non. Demande orale seulement, simple. Pas d'écrit, pas de signature, pas de témoin. Et éventuellement, s'il y a un deuxième médecin, ça pourra même se faire à distance, puisque maintenant qu'on fait de la visioconférence comme ce soir, on a la téléconsultation depuis le Covid avec les médecins qui à distance, ils savent si tu as une toux grasse ou tu as une toux claire, si tu as un rhume ou si tu as un Covid, ils savent tout à distance, c'est magique, ils appuient sur un bouton. Bah là, ça va être pareil, sauf que c'est pour donner la mort. C'est pas rien quand même. Ensuite, l'injection létale, et Baptiste le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sera plus seulement l'hôpital. Ça pourra se faire à domicile, dans les EHPAD, etc. Donc là, ça pourra se faire, j'allais dire presque n'importe où. Mais il y a déjà des gens qui l'ont fait à domicile, Nicolas, j'en ai Bien sûr. connu, des gens qui ont tué leur conjoint avec l'aide de leur frère parce que cancer généralisé, ils l'ont éliminé à la maison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en fait, cette loi correspond quand même à une espèce d'époque qui on aboutit à quelque chose, à un certain consentement avec cette loi. Parce que sinon, ils ne pourraient pas la proposer. Tout le problème, il est là. C'est que ce genre de pratique a déjà cours, déjà lieu. En fait, c'est ça. C'est que ça s'est déjà fait par le passé. C'était de l'ordre de l'exceptionnel et c'était même fait clandestinement. Et donc là, aux yeux de ceux qui sont pour cette loi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que ça s'est fait clandestinement dans le passé. Donc, pour éviter que ce soit clandestin, on le fait de manière plus légalisée, plus légitime, plus reconnue aux yeux du système. C'est une première chose. Ensuite, eh bien, on considère que le patient, c'est celui qui doit avoir raison par rapport à tout le monde, même s'il est plus dans les facultés mentales et comment dire, potentielles. Ensuite, eh bien, il y a l'exemple qui a été donné dans le public d'une personne de 39 ans en Belgique où on a injecté un produit qui n'était pas le bon pour l'euthanasie, donc on l'a tué avec un coussin, voilà, par étouffement. Donc on a des cas quand même extrêmes, voilà. Et puis, dans la précédente émission du 20 novembre, eh bien, mes invités me parlaient des maisons d'accompagnement. Ce qu'on appelle plus radicalement des usines à tuer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est que ça va être de manière beaucoup plus rapide, facilitée, sachant que sur le certificat de décès, certains le disaient en commentaire, il n'y aura pas marqué l'inscription euthanasie, hein. On mettra pas comme ça, on mettra mort naturelle, on trouve un autre truc. Comme pendant le Covid, où ceux qui mouraient des injections, en fait, officiellement, ils mouraient d'un cancer. Voilà, c'est pareil. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des subventions derrière. Donc, qu'est-ce que ça va être le business derrière tout cela? Parce que on parle des économies à faire avec l'euthanasie, 1,4 milliard par an. Mais on parle pas du business qui va être créé et qui existe déjà avec cette euthanasie, ce suicide assisté, parce que la mort est très rentable. Et je peux vous dire que les pompes funèbres avaient déjà énormément de boulot pendant le Covid, mais là, ils vont recruter même, parce que ça va être tellement open bar qu'il y aura plus de limites. Et là, quand les familles voudront porter plainte et faire valoir leurs droits, on leur dira, attendez, la loi m'autorise à le faire. Et là, les médecins, serment d'Hippocrate, foutu. Et puis, je rappelle que Jean-Louis Touraine est médecin aussi. Parce que c'est ça aussi la perversion des choses. C'est que ces députés, ex-députés francs-maçons, il y a un sénateur aussi de l'Allier qui a été maire de Vichy, qui a, j'allais dire, le physique de ses idées, si je puis dire, qui voulait mettre des non-vaccinés dans des caves durant le Covid, et qui, lui, ne serait pas contre cette loi. Ce sont des médecins, c'est-à-dire qu'on a, j'allais dire, ceux qui représentent la santé publique et l'institution médicale qui favorise ça. Donc en fait, le loup est déjà dans la bergerie.
ce sont des gens qui en plus souvent ont des conflits d'intérêts, et Rémi l'a très bien évoqué dans ses vidéos sur Juste Milieu concernant le rapporteur de cette loi qui a des conflits d'intérêts avec une association, l'ADMD là justement, qui est à racines maçonniques, et donc forcément on a des gens qui présentent cette loi mais qui ont déjà des conflits d'intérêts assez flagrants, et donc qui peuvent être juges et parties à la fois. Donc forcément rien ne va plus. C'est pour ça que je demande je donne mes conflits d'intérêts dès le départ, et à vous aussi, parce que moi je ne suis pas issu du corps médical, donc c'est vraiment en tant que citoyen entre guillemets que je parle ce soir en plus de journaliste. Mais on voit bien que déjà il y a des failles, faites exprès ou pas, mais on voit bien qu'il y a déjà un problème. Alors Baptiste, je vais te laisser rebondir par rapport à ce que je viens de dire là, et ensuite Farida. Pour les auditeurs qui posent la question de savoir comment faire pour sortir de ce cauchemar, qu'est-ce que tu proposes à ton humble niveau? Ah ben moi, je vais pas mentir aux gens. Moi, je pense que il faut, comme je t'ai dit la dernière fois, pour gagner du temps, il faut quitter l'Occident. Tu vois, en plus, ça arrive. Tu vois, mais on peut, pour moi, on peut rien faire parce que anthropologiquement, on est trop abîmé, si tu veux. C'est-à-dire collectivement, c'est foutu. À vue humaine, l'avenir, c'est soleil vert, point barre. Tout à fait. Donc, en fait, pour les gens qui ne veulent pas prendre le risque de se faire euthanasier quand ils seront un peu faibles pour tout un tas de raisons. Et la faiblesse, c'est pas forcément la vieillesse ou la maladie ou l'handicap. Hein. Après un divorce, vous êtes faible. Après une perte d'une entreprise, combien de personnes ont pensé à se suicider, mais finalement ne l'ont pas fait. Mais là, si ça rentre dans les mœurs, eh ben, dès que vous avez le moindre problème, ben, on vous dira, écoutez, monsieur, il y aura toujours le même qui viendra et qui dira, écoutez, monsieur, si vous voulez qu'on vous rembourse, si vous voulez que vos enfants puissent avoir une assurance santé, puissent payer l'université de vos petits-enfants, si vous mourrez, ça serait peut-être pas mal, non? Donc, en plus, vous rendriez service à plein de gens. Faites un peu un effort, comme ils ont fait pendant le Covid. Comme je l'ai connu pendant le harcèlement scolaire, donc c'est pour ça que cette loi me parle aussi, parce que Patrice Martine, que je salue, qui dit que elle est issue du médical et que les prélèvements se font sur vivant, mort cérébrale, ou encore. Voilà. Ben voilà, ben donc c'est vivant quand même. Baptiste. Et moi, je voulais abonder dans le sens de Farida parce que ce qu'elle vient de dire me fait penser à quelque chose. Vas-y. C'est l'affaire de notre ami Bernard Kouchner. Rappelons-nous ce qu'avait dit, est-ce que le témoignage de la grande Suisse de l'ONU là, qui avait dénoncé courageusement les agissements du beau docteur Kouchner, elle avait dit, c'est quand même curieux parce que la plupart des organes avaient été prélevés sur des gens vivants. Voilà. Effectivement. En y pensant, c'est comme quand on dit, je vais te donner un autre exemple, Nicolas, pour que tu comprennes la perspective de Farida. En fait, tu vois, l'avortement, on dit c'est pas du vivant. On légitime l'avortement parce que on dit que justement la cellule, le fœtus n'est pas un être vivant. Sauf que les principes actifs de ce fœtus sont dans des vaccins, tu vois. Donc, si on le met dans des vaccins, c'est bien, ou dans d'autres produits, dans par exemple du Pepsi ou des cosmétiques par exemple. Eh ben, c'est bien que justement ces cellules ne sont pas mortes, parce que sinon il n'y aurait pas de principe actif à l'intérieur.
Non, mais Donc, ça, c'est pour faire de la sorcellerie, Baptiste. On met des cellules vivantes parce que c'est d'autant plus abominable non, quand non, ça mais je relève. sais, non, mais je sais, non, mais parlons matériel. Je sais que t'aimes pas ça, mais même avec une vision matérialiste, on comprend qu'on nous douille, en fait, si tu veux. Il y a Ah bah oui. parce que, parce que si tu veux, rien que logiquement, si tu dis qu'un être qui est en construction, donc le fœtus dans le ventre de la mère, s'il est mort, qu'est-ce que ces principes actifs pourraient faire? Par exemple, on récupère bien comment dire, comment ça s'appelle, La tu moelle sais, épinière? hein? La moelle épinière? Non, dans le cordon ombilical, là. Ah oui, 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 avec le placenta? Ouais, le placenta. Le placenta, c'est la source où justement tout le corps de l'enfant est, Bien sûr. Nourri. est comme ça, est Il y a une nourri. côté filtre. Ouais. Donc ça, c'est du vivant. C'est du vivant. Parce qu'un enfant qui meurt intra-utérin, eh ben, le placenta n'est pas efficace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous oblige à coucher à l'hôpital, parce que Oui. le plasma, ça vaut des milliers d'euros. Donc, il y a pas de petite économie, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Je crois que tous ceux qui veulent faire une carrière dans les soins portés à la personne, dans le médical, doivent renoncer. Moi, je l'ai dit à mes propres enfants et à certains de mes élèves, ne faites plus d'études de médecine, ce sont des études du crime. Il faut envisager, parallèlement à ce qu'on peut faire dans le domaine médical, la médecine dite alternative qui peut en effet sauver beaucoup de monde. Alors évidemment pas dans le cadre des opérations et de la chirurgie, mais qui peut beaucoup apporter de soins qui soient véritablement positifs. Donc, comprendre que la médecine officielle aujourd'hui est une médecine de mort, envisager des études lorsqu'on veut être médecin qui soient des études de médecine alternative, et il y a plein de domaines, par exemple la médecine chinoise notamment, mais il y a plein de domaines dans lesquels on peut apporter des soins plus ou moins intensifs sans passer par la médecine conventionnelle de l'État qui est une médecine de mort. Ça, c'est la première chose. Les soignants, ne soyez pas des assassins, quittez votre poste le jour où on vous demandera de tuer un être humain et vous en aurez une récompense que vous n'imaginez même pas. On l'a vu dans de nombreuses situations lorsqu'on a décidé de se sacrifier de manière finalement provisoire et conjoncturelle, on peut en gagner des récompenses extraordinaires. Moi, j'ai été révoquée de l'éducation nationale parce que j'ai refusé de faire ce qu'on me demandait de faire et j'en ai même parlé sur l'espace public. Eh bien, aujourd'hui, je suis une femme heureuse parce que j'ai pu, grâce à cette révocation, me réorienter vers quelque chose que l'éducation nationale ne m'aura jamais apporté. C'est la possibilité d'enseigner. Et Baptiste en est le témoin. Aujourd'hui, je peux dire je suis une enseignante, alors que dans l'éducation nationale, j'étais un pompier qui essayait sans arrêt de sauver des enfants dans des situations où l'enseignement n'avait même plus sa place, puisque nous étions dans un établissement, dans une institution qui ne cherchait qu'à les crever, ces gosses-là et ces adolescents. Donc, il y a à chaque sacrifice une issue qu'on n'imagine pas à l'avance et qui vaut la peine d'être tentée. D'autre part, il y a des choses qui sont très importantes. Donc, au niveau des soignants, refusez d'être des criminels, refusez d'être des assassins et vous verrez qu'une porte s'ouvrira. Toujours, toujours, une porte s'ouvrira aux gens qui sont déterminés à ne pas faire le mal au nom d'une science ou d'une société ou du régime républicain qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être des collaborateurs du démon. Nous, on l'appelle Iblis, c'est pas une question de nom. Il faut aussi être des parents. Être des parents, c'est être un homme et c'est être une femme. Un homme responsable qui porte son foyer.
une femme responsable qui de plus en plus devra choisir, quand il y a des enfants en particulier, et surtout des enfants en bas âge, de rester à la maison, de ne pas travailler. C'est une issue également pour le discernement de tous les membres de la famille, une maman qui est à la maison, en particulier lorsqu'il y a des enfants petits. Vous savez que les enfants vont être pris de plus en plus tôt dans des idéologies qui vont leur faire accepter à 17 ans d'aller se crever la paillasse dans un suicide assisté. Plus la maman sera présente auprès des enfants petits jusqu'à au moins 14 ans à la maison, et moins vous aurez de dépressions qui pourront être prises en charge dans le cadre de la manipulation institutionnelle qui conduit à la mort. Il faut que les mamans qui ont des petits-enfants renoncent à travailler. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'interdiction de fait de l'instruction en famille. Il faut rester une maman qui aime ses enfants et qui, avec l'aide du papa, les protège. Alors évidemment, la famille aujourd'hui est détruite et beaucoup de conflits conjugaux ont conduit au divorce, à la séparation, pour le plus grand bénéfice du nouvel ordre mondial et pour le bénéfice de ces politiques républicaines qui consistent en effet à vouloir mettre en place un génocide généralisé qui a commencé, comme le disait Baptiste, de toute façon depuis pas mal de temps. Mais si vous êtes des vrais hommes, si vous êtes des vraies femmes, si vous avez la possibilité de rester le plus souvent avec vos enfants, d'être disponible pour eux, vous les sauverez de la dépression. Je déplore beaucoup que des papas passent leur temps soit dehors, soit à rentrer à jouer aux jeux vidéo. C'est un piège qui ne pourra que conduire à faire venir au sein de votre foyer les pires maladies et les pires solutions face à ces maladies. L'amour est un traitement. L'affection qu'on peut se porter les uns aux autres, l'aide qu'on peut se porter les uns à l'égard des autres est le meilleur, je dirais, système immunitaire, parce que c'est le système immunitaire divin qui est basé sur la loi naturelle et sur les relations d'affection que nous avons les uns avec les autres. Il y a eu des vieilles bonnes femmes de 70 ans, de mon âge, qui voulaient mourir, et en fait, quand on a fait une enquête, on s'est rendu compte que parce que elles n'avaient plus d'enfants qui les soutenaient, le mari était mort, les amis les avaient précédées dans la tombe et elles se retrouvaient toutes seules, et simplement parce qu'elle était seule, elle voulait en finir. Et il aura suffi finalement d'un geste de son enfant ou d'un ami ou d'une amie pour lui redonner le goût à la vie. Donc les solutions existent à la condition de se raccrocher par le repentir, parce que le repentir aussi fait partie du système immunitaire divin. Demandez pardon à Dieu. Aimez vos enfants, protégez-les, engagez-vous dans leur éducation et dans leur instruction. Soyez des conjoints fidèles l'un pour l'autre. La fidélité fait aussi partie du traitement. Tout ce qui peut conduire à Alzheimer, c'est toutes les dissolutions dans le mode de vie que nous avons adopté sous la pression des idéologies libertines, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité maçonnique. Sortez-vous de l'idéologie de la République, vous vous en porterez que mieux. Faites du bien autour de vous, c'est aussi un élément du système immunitaire qui est très important. Contribuez au bien commun sans vous faire arnaquer, parce que parfois il y a des profiteurs qui pourraient justement tirer de votre générosité de manière abusive des bienfaits qui doivent quand même rester au sein de votre famille. Soyez modérés, adoptez toujours une position du juste milieu, faites le bien, mais en faisant attention d'abord à vous-même pour commencer, et ensuite à vos proches. Et vous pouvez essayer de faire du bien aussi autour de vous en faisant l'aumône. L'aumône fait partie aussi des traitements contre les maladies. Les Alzheimer, les Charcot, toutes ces maladies proviennent de situations qui sont décadentes par rapport au mode de vie que Dieu nous a préconisé pour notre bien à tous. Parce que le Seigneur, il en a rien à faire de nos critiques ou de nos atermoiements. Il nous a donné tant de bienfaits qu'il est important de voir et de mettre en œuvre
pour nous-mêmes en vérité. Donc si nous sommes véritablement capables de vivre, je dirais, normalement, ce qui veut dire sainement, nous ne tomberons pas malades, ils ne pourront pas mettre la main sur nous facilement, parce que nous aurons aussi ce discernement qui, raccroché à notre foi et à notre confiance en Dieu, nous dit que le suicide est tout simplement interdit. Non d'une pipe, c'est interdit, parce que ce suicide, il est préconisé pour notre mal, pour le mal de nos enfants, pour le mal de nos épouses, pour le mal de nos maris, pour le mal de nos frères, de nos sœurs, de nos grands-parents. Il n'y a que l'amour et les liens filiaux et les liens véritablement sincères, amicaux, qui vont faire un barrage à ces politiques diaboliques qui ne veulent que nous individualiser comme la chèvre de Monsieur Seguin pour nous abattre. Réunissons-nous dans la foi, dans l'affection et dans l'entraide. Vous verrez, les résultats seront prodigieux et ils perdront et nous vaincrons. Il n'y a pas de ténèbres permanents. Il n'y a pas de ténèbres permanents. Et la vie est ce que vous... la vie n'est pas là pour être tout le temps soit un malheur, soit un idylle. Ou une idylle, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, il y a toujours des alternatives si vous vous en donnez les moyens. Donc, le désespoir est un péché. Comme la naïveté bisounoursquesque est une maladie mentale. Donc, il faut comprendre l'horreur du monde pour pouvoir justement ne pas se faire escroquer aux sentiments, ne pas être résigné et surtout être, avoir du discernement. Et pour avoir du discernement, il faut retrouver une certaine humilité de se dire que ce qui compte, ce n'est pas fondamentalement nous, au sens individuel du terme, mais c'est nous en tant que dignité humaine en fonction de du pouvoir que le Créateur nous a donné pour accomplir la mission dont on a été l'objet. Voilà ce que, pour finir, les paroles que je voulais dire. Et surtout, n'ayez pas peur, on les aura. Très bien, Baptiste. Merci, Farida. J'ai vendu tous mes jeux vidéo, j'ai vendu toutes mes consoles de jeux et je me suis dit maintenant, je vais remplacer ça par des livres, par une bibliothèque, une partie qui est derrière moi et je vais me réapproprier tout le savoir qu'on ne m'a pas enseigné à l'école, toute la culture qui est accessible assez facilement et sans trop se ruiner non plus parce qu'avec Internet, en plus, on a accès à énormément de PDF sur le site calameo.fr, donc c'est très facile d'accès et à partir de là, il faut lire, se réinformer. Michel Chanu l'explique très bien dans les émissions. Il lit à peu près 20 000 pages par mois. Donc, il lit l'équivalent de 100 à 200 pages par jour. Alors, on va me dire, il faut du temps. Mais c'est devenu tellement une habitude que c'est presque automatique. Et à partir de là, on engrange. Et puis, sans tomber dans l'hyperconsommation, on se réapproprie des savoirs, j'allais dire, alternatifs. Et on réapprend une autre manière d'apprendre. On apprend à désapprendre ce qu'on a appris, ce qu'on a été formaté, pour se réapproprier la culture et le savoir. Et on voit que les discussions sont très différentes avec les gens. Quand on leur pose des questions sur, mais qu'est-ce que vous pensez de l'État? Vous pensez qu'il veut votre bien? Et parfois, on voit erreur 404, entre guillemets, qui s'affiche. Parce que ceux qui sont dans la matrice, eh bien, ont conscience que il y a une réalité parallèle et qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a une forme de révolution mentale qui se passe. Je ne dis pas que c'est général, mais c'est un effet colibri. 1 + 1 + 1, quelqu'un qui arrive à parler à 10 personnes et qui arrive à faire réfléchir 10 personnes, eh ben, ce sont ces 10 personnes qui eux-mêmes peuvent devenir des colibris et ça prend comme une tache d'huile. Baptiste. Moi, sur l'affaire du colibri, je ne sais pas.
je ne pourrais pas dire que c'est par prosélytisme qu'on arrivera à quelque chose. Moi, je pense que c'est surtout parce que, en fait, la question, Nicolas, pour te dire ce que je pense, le fond de ma pensée, c'est pas une affaire d'information. C'est une affaire de trip. Si tu veux, les gens, les normies, ils sont anesthésiés, si tu veux. Anesthésiés de différentes manières. Par la jouissance, par le plaisir immédiat. Et en fait, tant que on va dire, tant que ils n'ont pas subi un traumatisme qui leur fait prendre conscience, rien ne changera. C'est ça qui est malheureux, et c'est pour ça que dans toutes les traditions religieuses, d'ailleurs, il y a un mouvement vers la conscience quand Dieu siffle un peu la fin de la récré, si tu veux. C'est toute l'histoire de Sodome et Gomorrhe, voilà. Donc le problème, c'est que on est informé, mais surtout, le truc, c'est qu'on est éteint, au sens où le divertissement est permanent. Et en fait, les gens ont peur du silence, la profondeur du silence, parce que justement, ils regardent, ils ont peur de leur propre vacuité. Et cette vacuité n'est qu'une illusion fondamentalement, parce que même si je suis très critique avec les normies, s'ils sont obligés de passer par des rhétoriques, on va dire, humanisto-sataniques, c'est parce que fondamentalement, les gens ne veulent pas tuer leur grand-mère quand même quand elle sert plus à rien. Mais justement, par cette apathie complice, tu vois, moi, il y a une phrase que je voudrais que les gens retiennent, c'est que l'apathie est bien plus dangereuse que la méchanceté. Parce que c'est à cause des gens apathiques que les méchants gagnent du terrain, si tu veux. C'est pas les méchants le problème. Hein? Non, je faisais une blague. C'est pas les méchants le problème, c'est ceux qui ne font rien. Et pour sortir de ça, il faut malheureusement qu'ils en prennent un peu frontalement plein la gueule. Et en gros, c'est pour ça que moi je suis à la fois plein d'espérance et pessimiste en même temps. C'est parce que un système tel qu'on le voit ne pourra pas durer si longtemps, encore très longtemps, mais ça peut durer malgré tout. Donc, il faut prendre son mal en patience et surtout, comme tu l'as dit, Farida, revenir au créateur tout simplement. Et c'est pas pour rien qu'ils ont choisi une victime sacrificielle qui était issue, je parle de Vincent Lambert, qui était issue du catholicisme traditionnel. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que, justement, ils savent, malgré le courage de ses parents à faire tout ça, la mobilisation chrétienne autour de Vincent Lambert n'a pas été suffisante. Elle n'a pas été suffisante alors qu'elle aurait pu l'être. Elle aurait pu l'être. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Vous allez à Versailles? Pas un
croulent sous le pognon. Tu vois? Ils croulent sous le pognon. Et ils vont à la messe tous les dimanches. Hein. Mais pour sauver Vincent Lambert, il n'y a personne. Et Donc, Léonetti était un catholique. Pardon? Et Léonetti était un catholique. Ouais, Monsieur oui. Blanquer va à la messe aussi tous les dimanches. Non, mais Mais moi, je propose, parce que les gens ont l'air fatigués, il est tard.